Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour au 39 21. Dans un instant, nous parlons avec vous de la grève des avocats. Vous êtes avocat vous-même. Appelez-nous pour nous dire par exemple pourquoi vous faites grève. Vous avez autre sujet, vous avez multiplié les CDD dans votre vie. 10, 20, 30, 50 en quelques années. Appelez-nous pour témoigner 39 21. Un serveur dans le sud-est a cumulé 2500 contrats en 25 ans. Mais d'abord, Jean-Michel, le livre noir du handicap en France, il vient d'être dévoilé. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Vous êtes à Lanrodec, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Vous avez une fille handicapée. Oui, voilà, tout à fait. Et vous n'arrivez pas à trouver une structure d'accueil pour elle. Non, voilà. Vous nous tout racontez? À fait. En fait, j'ai contacté différentes structures, 18, il me semble, entre 18 et 20 établissements, dans les Côtes d'Armor et sur la Bretagne. Hein. Et soit il n'y a pas de place, ou bien le handicap ne convient pas. Oui. Et on me bascule vers une autre structure, enfin bref. Quel âge a votre fille? Elle a 10 ans, 10 et ans. donc elle est classée TED, donc trouble envahissant du développement, avec des traits autistiques. Et donc c'est vrai que je me rapproche un peu du reportage qu'a effectué Églantine Meillet, et je me retrouve dans la même situation. Sauf qu'elle, elle a peut-être contacté moins d'établissements que moi. Moi j'en ai fait une vingtaine sur la Bretagne, et il n'y en a pas. Elle est sur liste d'attente dans un établissement à Bréant, dans le Morbihan. C'est-à-dire, il y a des établissements qui pourraient l'accueillir, mais ce sont les places qui manquent, c'est ça? Il n'y en a que un. Il n'y en a que un, d'accord. Qui serait susceptible. Qui serait. Donc c'est pas évident. Donc il n'y en a que un, et elle est inscrite depuis 3 ans. Et donc là, votre fille est chez vous, et donc j'imagine que... Elle est dans un IEAP, mais qui n'est pas forcément adapté. D'accord. Et en alternance avec un hôpital de jour. Et là, c'est vrai que l'hôpital de jour a arrêté sa prise en charge. Donc c'est vrai que là, j'ai interpellé une des députées des Côtes d'Armor, qui, elle, fait partie d'une commission à l'Assemblée nationale, qui, en rapport avec Ségolène Neuville, la secrétaire d'État au handicap, a fait des démarches pour que, effectivement, l'hôpital de jour réintègre Justine dans son groupe. Donc, en fait, c'est la MDPH qui oriente les familles dans tous les départements. Et la MDPH, ne voyant que faire, ne sachant que faire, me rebalançait vers l'ARS. Et me disait, monsieur Hervé, vous n'allez pas continuer de tourner en rond, appelez l'ARS. ARS, c'est Agence Régionale de Santé, et MDPH? C'est l'Agence Régionale de Santé. Quand je l'appelle, l'ARS, elle ne comprend pas pourquoi je les appelle. Bref, elle me rebascule vers la MDPH. Et donc ça a duré pendant plusieurs mois comme ça. Mais restez avec nous Eric une seconde. Non, juste une petite précision, vous parliez d'Églantine Meillet, cette journaliste qui a un fils lui-même atteint de troubles du comportement, effectivement, et qui vient notamment de sortir un livre pour raconter l'histoire de son fils. Elle a enfin réussi à trouver une place pour son fils dans un institut, mais à des centaines de kilomètres de Paris, là où il vit, là où elle vit, et donc ils vivent séparés aujourd'hui, alors que son fils, je crois, a une dizaine d'années. Voilà, c'est pareil, oui, tout à fait. Et pour vous, Eric, vous cherchez dans la région, à proximité du domicile, et vous envisagez de vous résoudre à vous éloigner de votre fille? Non. On doit pouvoir mettre en place des structures dans la région. Il n'y a pas 50 000 enfants comme ça en France, je ne pense pas. Non, vous avez raison, bien sûr. Dans Ouest France, hier, il y a un article qui révèle que selon l'UNAPI, il y aurait 6 000 familles qui vont en Belgique. Oui, ce sont même les chiffres officiels, 6 500 familles concernées, soit pour des enfants, soit pour des adultes. 1 500 enfants, voilà, exactement. 1 500 enfants, 5 000 adultes. Voilà. Donc, alors, il faut ajouter à cela les coûts de transport aussi, que ce soit pour les familles, et aussi parce que tout est pris en charge par la sécurité sociale française. Attention, les Belges ne vont pas travailler pour rien, loin de là. Donc tout était pris en charge par la sécurité sociale française. Alors quand on calcule un coût de transport, ne serait-ce que de Paris jusqu'en Belgique, c'est très, très, très onéreux. C'est ce qu'expliquait la présidente de l'UNAPI dans le journal. La facture totale est de 250 millions d'euros, disait-elle. Oui, alors pourquoi on n'arrive pas en France à mettre en place un système équivalent? C'est une vraie question, et voilà, pour l'instant, personne n'a la réponse, donc nous non plus, mais nous comprenons bien votre problème, Eric, et nous avons été heureux de recueillir votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Natacha. Et les NDPH et les l'ARS, oui, allez-y, Eric. Il faudrait qu'il y ait d'abord plus de concertation. D'accord.
Hein. Oui, ça, on peut comprendre que toutes ces années, vous adressant aux uns et aux autres, vous ressentiez le besoin effectivement d'une meilleure coordination entre eux, ça c'est une évidence, oui. Parce qu'on ne balance pas les familles comme ça. C'est une vraie jungle. En parlant, franchement, c'est une vraie jungle actuellement. Et c'est la réalité. Bon courage dans votre démarche, Eric. Et merci d'avoir livré votre témoignage sur Europe 1. Bonjour, Natacha. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Tigui, c'est ça? Dans le Loiret. Tigui, dans la région centre d'Orléans. D'accord. Votre fils, donc handicapé, lui aussi depuis 1 an, sur une liste d'attente pour trouver un établissement. Voilà. Ça fait 1 an qu'on est sur liste d'attente. La liste d'attente, 60 enfants qui sont positionnés dessus, 17 sans solution. Donc mon fils sera sûrement adulte avant de pouvoir intégrer un établissement d'enfants. Donc ça sera plus possible pour lui d'intégrer cet établissement. Actuellement, il est en IME, mais qui n'a pas de structure vraiment adaptée pour son handicap. D'accord. Et dans 3 ans, ils ne pourront plus poursuivre cet accueil et je me retrouverai sans solution avec un jeune adolescent à la maison et ses troubles du comportement vont se majorer et ça sera un adulte qui deviendra encore plus compliqué à gérer. Donc moi, je vous appelle pour témoigner et pour demander à ce que les instances politiques prennent enfin conscience des besoins et mettent en adéquation les besoins et les budgets pour que nos enfants puissent avoir des structures adaptées et des soins en conséquence. Et là, dans votre région, il n'y a qu'un établissement qui peut correspondre aux besoins de votre enfant handicapé, c'est ça? Tout à fait, oui. Il n'y en a qu'un seul. Et donc du coup, les places sont chères. Et plus loin, dans d'autres parties du territoire, vous avez essayé de vous renseigner ou pas? Alors non, je vais vous avouer, moi j'estime que mon enfant doit être proche de sa famille. 11 ans, enfin je ne pense pas que beaucoup de parents sur des enfants dits ordinaires toléreraient d'avoir des enfants excentrés de leur famille. Donc je cherche à proximité pour pouvoir prendre soin de lui, pour qu'il côtoie encore sa famille, sa fratrie. Donc non, je n'imagine pas du tout l'envoyer ailleurs que dans notre région. Et les professionnels à qui vous vous adressez ou les pouvoirs publics vous conseillent et vous disent par exemple mais allez en Belgique, c'est le plus facile. On vous donne ce type de conseil ou pas? Non, personne ne vous le conseille. Non, pour l'instant on m'a pas dit la Belgique. Par contre, on m'a gentiment dit de solliciter l'ARS qui tenait la bourse pour leur faire savoir qu'il y avait des besoins. Donc j'ai écrit et l'agence régionale de santé, oui. Voilà. D'accord. Vous avez écrit pour dire il faudrait débloquer des moyens, mais l'ARS... Bien sûr, pour mettre en adéquation, je vous dis, prendre la mesure des besoins et se rendre compte qu'effectivement, on ne peut pas faire de demi-mesure. Il faut absolument débloquer des budgets, pas faire semblant, qu'il y ait en face de nous des interlocuteurs qui nous disent bien sûr, oui, on va pouvoir les prendre en charge proche de chez vous, on va pouvoir améliorer le quotidien de vos enfants et arrêter de souffrir. Voilà, les familles souffrent, mon enfant souffre et c'est pas tolérable. Et vous avez essayé, Natacha, puisque c'est ce que fait l'UNAPI aujourd'hui, de contacter un des parlementaires de votre région? Député, non, j'ai envoyé un courrier sénateur. À Ségolène Neuville. Oui, la secrétaire d'État aux qui est aux liée à la handicapés. famille, au handicap, tout à fait. Oui, et pas de réponse? Une réponse Non plus, non. Pas de signe, d'accord. Donc votre témoignage, Natacha, hélas, recoupe celui de beaucoup de parents qui ont des difficultés pour trouver des structures adaptées à leurs enfants. Et je vous remercie, Natacha, d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Hugues. Oui, bonjour, Jean-Michel. Vous êtes à Blois? Absolument. Et votre fils est handicapé et vous n'avez pas de place pour lui non plus dans un établissement adapté à son handicap? Exactement. Il a 12 ans, il est autiste sévère, non-verbal. Et alors qu'au départ, il a été pris en charge, parce qu'il faut souligner aussi que quand les enfants sont petits, c'est plus facile. Il était pris en charge dans des écoles classiques avec des AVS. Oui. Et puis après, dans une CLIS, qui est une classe spécialisée dans une école classique encore, avec une AVS pour l'ensemble des élèves de la classe. AVS, c'est une auxiliaire, hein? Auxiliaire de vie scolaire. Absolument. Aujourd'hui, par faute de structure, par faute de prise en charge possible, il est à la maison. Ah. Il est à la maison. Il tourne en rond. On essaye de le stimuler le plus possible. Non, sa maman, mon épouse, le garde à la maison.
il a 4 heures de CESAD par semaine. Voilà, voilà son emploi du temps. Vous n'aviez plus d'auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagner à l'école ou... Il n'y a plus d'auxiliaire de vie scolaire. Ça aussi, c'est quelque chose de rare. Les auxiliaires de vie scolaire et les éducateurs spécialisés. En France, il y en a, mais très peu. Et des bons, des gens qui sont complètement impliqués, encore moins. Donc voilà. Et donc là, oui. Pardon. Non, Lui n'est pas en Belgique, mais on y a réfléchi. En Belgique ou dans bien d'autres pays dans le monde où, je dirais, l'accueil est est meilleur. Évidemment, en France, il y a la sécurité sociale, il y a cet encadrement au niveau financier qui n'est pas forcément dans d'autres pays. Mais ce qui manque, c'est cette culture et les mœurs à modifier en France, à commencer par là. Et merci pour votre émission, elle est précieuse, pour que les gens changent et prennent conscience que les gens handicapés, ils font partie de la société. Dans bien des pays dans le monde, je pense aux États-Unis en particulier, les autistes, pour ne parler que d'eux, font partie intégrante de la société. Il y a les autistes, les non-autistes, les grands, les petits, les bruns, les blonds. En France, c'est pas le cas encore. Donc, merci pour votre émission et il faut qu'on en parle le plus possible. Notre émission est peu de choses, Hugues, mais nous sommes vraiment... Très, très heureux d'avoir pu vous permettre d'expliquer sur l'antenne d'Europe 1 les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, et on le sent à votre voix, qui sont une douleur très importante, bien sûr. Et je ne sais pas, sans doute la situation n'avancera-t-elle pas, mais votre témoignage, votre prise de parole peut-être ici ou là débloquer peut-être quelque chose quelque part, et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, Hugues. Simplement, quand on entend tous les témoignages ce midi, on se dit qu'on a aussi envie d'avoir la réponse du gouvernement et de la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Ce serait bien sans doute d'organiser dans les jours qui viennent un dialogue entre les familles concernées et la secrétaire d'État. Je pense que ce serait salutaire. Bien sûr, si la secrétaire d'État, d'ici à la fin de la semaine, acceptait l'invitation d'Europe Midi, nous l'accueillerions avec plaisir. Non pas pour la questionner comme on le ferait dans un tribunal, mais pour évoquer avec elle ces difficultés réelles auxquelles sont confrontés tous les parents et ces impossibilités parfois de trouver des réponses à des situations, on l'a vu avec Hugues, qui sont très douloureuses et très difficiles. Merci à tous d'avoir apporté sur ce sujet vos témoignages sur Europe 1, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour traiter les autres sujets de l'actualité. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, 39-21, nous parlons avec vous qui avez cumulé les CDD 10, 20, 30, 50 en quelques années. Appelez-nous pour témoigner, 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, la grève des avocats. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Vous nous avez appelé de Béziers. Pourquoi êtes-vous en grève ? Alors, je vous appelais effectivement pour expliquer un peu à vos auditeurs pourquoi est-ce que quasiment la totalité des avocats de France sont en grève aujourd'hui. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle et non pas quelques pourcents, et que l'aide juridictionnelle constitue à peu près 60% de leur chiffre d'affaires. Alors l'aide juridictionnelle, c'est une aide qui est apportée pour ceux qui ne peuvent pas se payer un avocat. Voilà, exactement. Et c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est que le projet de Madame Taubira va avoir pour conséquence de baisser quasiment de 50% l'indemnisation des avocats au titre de l'aide juridictionnelle. Donc ça veut dire que les avocats ne vont plus défendre les plus démunis. Vous faites beaucoup d'aides juridictionnelles, vous, Christine ? Oui, alors j'ai fait un petit sondage ce matin puisque le barreau de Béziers est également en grève illimitée depuis hier. Il y a à peu près 60% du chiffre d'affaires des cabinets qui sont constitués par l'aide juridictionnelle. Donc la baisse des indemnités... Ça fait beaucoup quand même, hein. Vous croyez vraiment tant que ça ? Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup quand même. Enfin, il y a plein de gens qui payent aussi leur avocat, hein ? Oui, bien sûr, mais on a souvent l'image, vous savez, des cabinets, des gros cabinets d'avocats avec des avocats effectivement d'affaires ou des avocats qui ont des institutionnels, mais il y a aussi beaucoup de cabinets individuels qui travaillent beaucoup avec l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas que des gros cabinets qui font effectivement peut-être des gros chiffres d'affaires, il y a beaucoup de cabinets individuels qui vivent avec cette aide juridictionnelle, et aujourd'hui cette diminution de quasiment 50%
de l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle, ça veut dire qu'il y a des avocats qui ne vont plus défendre les démunis. Par exemple, un dossier de résiliation d'un bail ou quelqu'un qui va être expulsé, au jour d'aujourd'hui, ça va être 50% de moins. Ça veut dire que les avocats ne vont plus défendre ces gens-là parce qu'ils ne le pourront pas financièrement. Je ne veux pas défendre le projet de Christiane Taubira, mais comme tout le monde cherche des économies, elle en cherche aussi, donc voilà, difficile. Bien sûr, la difficulté, il y a c'est que là, des impératifs contradictoires à gérer. Effectivement, mais là, ce sont les plus démunis qui vont en pâtir. Parce que les cabinets ne pourront plus prendre ces dossiers-là. Ça veut dire que, par exemple, un référé prud'homme va être rémunéré 60% de moins. Ça veut dire que les avocats n'aideront plus les justiciables dans ce genre d'affaires-là. Et ce seront les plus démunis qui en pâtiront. D'accord, donc voilà Christine, les raisons pour lesquelles vous êtes en grève, vous nous... Je voulais également juste vous préciser... Rapidement, ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'à l'aide juridictionnelle, les avocats ne sont payés qu'à la fin de la procédure. Ça veut dire que si vous avez une procédure qui dure 1 an ou 2 ans, pendant cette période-là, l'avocat ne perçoit absolument rien. D'accord. Pas 1 euro. Merci pour cette précision, Christine, et nous avons bien compris les raisons pour lesquelles vous êtes en grève à Béziers ou ailleurs. Beaucoup de barreaux aujourd'hui en France ne fonctionnent pas. Merci de votre appel, Christine. Il est 13h34 sur Europe 1. Jean-Michel Apathy et Maxime Switek écoutent vos témoignages au 39 21. Vous avez accumulé les CDD, contrats à durée déterminée dans votre vie professionnelle. Voilà le sujet que nous avons traité dans le journal tout à l'heure dans Europe Midi. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes à la Colle-sur-Loup et vous avez travaillé dans un grand journal, 385 CDD. Et oui, en effet, donc il y a 5 ans, donc avant de quitter donc la région parisienne, donc j'ai travaillé dans un grand quotidien et j'ai en effet cumulé 385 CDD. La communication téléphonique est très mauvaise, Nadine. On entend un mot sur deux. Je ne sais pas si on aura le temps de vous reprendre tout à l'heure au téléphone. Donc je disais un grand journal parce que vous n'avez pas souhaité que l'on cite le titre de ce journal. Je peux le comprendre et je le respecte, mais si ça se trouve, c'est un journal qui dénonce la précarité dans le travail quand elle se produit. Donc c'est toujours des contradictions amusantes à souligner. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Monsieur Apathy, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes à la barre dans le Jura et c'est votre compagne qui accumule les CDD, c'est ça ? Oui, c'est ma compagne, donc j'appelle de Besançon actuellement. Oui. Donc ma compagne travaille dans une association d'aide à domicile, et ça fait 3 ans, et tous les mois, donc elle bénéficie d'un CDD. Donc elle en a déjà une bonne trentaine. Voilà, tout à fait, donc c'est toujours le même travail, les mêmes déplacements, la même tournée, et c'est vrai que l'employeur argumente sur le fait que le nombre d'heures n'est jamais le même. Par exemple, c'est 100 heures un mois, 110 heures le mois d'après, ou 90 heures un autre mois. Et qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? D'obtenir un CDI ? Ou elle subit la situation parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ? Elle subit un petit peu, et c'est vrai que l'employeur dit quand même, si vous êtes motivé, ne vous inquiétez pas, vous aurez un CDI, mais on n'en voit pas le bout. Quoi. C'est la promesse qui permet de supporter l'insécurité de cette succession de CDD, bien sûr. Oui. Très bien. Écoutez, merci Sébastien d'avoir apporté votre témoignage sur ces CDD. Nous serons heureux de vous donner à nouveau la parole demain à partir de 13h10. Et pour cela, une condition, il faut appeler le 39 21.